Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a eu et il y aura encore une quantité abondante d'ouvrages et de recherches effectuées sur l'artiste moderne et inclassable que fut Paul Klee. Durant cette vidéo en 3 parties, je vais tenter de vous faire part de ma passion et du rapport que j'entretiens avec ces diverses créations, en particulier celles que j'affectionne le plus évidemment. D'ailleurs, il n'a pas été facile de faire une sélection étant donné qu'on ne compte pas moins de 9000 œuvres, toutes plus originales les unes que les autres. En effet, cela peut sembler beaucoup, mais il faut savoir que Paul Klee avait la particularité de créer sur des petits et moyens formats, ne dépassant que rarement la centaine de centimètres. Il a su développer un certain nombre de techniques allant de la gravure à la peinture à l'huile, sur verre, avec de la cire ou simplement à la gouache, en utilisant aussi de l'encre et de l'aquarelle sur des supports souvent précaires comme le papier et le carton. À la fois proche de l'abstraction, du surréalisme ou de l'art brut, voire même du divisionnisme, bien que n'ayant véritablement appartenu à aucun mouvement, Klee est un artiste hors catégorie qui a toujours voulu garder son indépendance créative. Je vous propose donc de découvrir ou redécouvrir Paul Klee en 3 chapitres, 3 catégories dans lesquelles j'ai décidé de ranger une quarantaine d'œuvres par thématique et par ordre chronologique. Mais avant de débuter, je me dois de vous introduire ce personnage avec quelques éléments biographiques. Paul Ernst Klee est un artiste, professeur et théoricien allemand, bien que né en Suisse près de Berne en 1879. D'un père allemand, professeur de musique renommé, et d'une mère chanteuse suisse, le jeune Klee apprend très vite d'un instrument, le violon. À 11 ans, il intègre déjà l'orchestre de sa ville natale. En parallèle, sa grand-mère l'initie aux arts graphiques. Klee hésitera un temps entre une carrière de musicien ou celle de peintre, mais privilégie le dessin et les arts plastiques en opposition aux souhaits de ses parents. Son voyage en Tunisie, en 1914, confirmera son choix. L'ambiance me pénètre avec tant de douceur, il se fait en moi de plus en plus d'assurance. La couleur me possède, point n'est besoin de chercher à la saisir, elle me possède, je le sais. Voilà le sens du mot heureux. La couleur et moi sommes un. Je suis peintre. Avant d'en arriver là, Klee a d'abord été refusé à l'Académie des Beaux-Arts de Munich en 1898. Mais on l'invite à suivre des cours de dessin et de gravure où il travaille notamment le corps humain. Il voyage ensuite en Italie en 1901 où il découvre les maîtres du Quattrocento, fait la connaissance à Paris des impressionnistes en 1905 et poursuit en se formant à l'Académie des Beaux-Arts de Berne. En septembre 1906, il quitte la Suisse et épouse la pianiste allemande Lili Stumpf, qui deviendra la femme de sa vie. Le couple s'installe à Munich avant de voir naître l'année suivante leur fils unique, Félix. Klee a de la chance de pouvoir compter sur Lili. Elle gagne sa vie en donnant des cours de piano, tandis que le jeune papa, qui débute péniblement sa vie d'artiste, s'occupe du ménage et de l'éducation de leur enfant. Avec une telle répartition des tâches à cette époque, le couple Klee se plaçait en dehors du cadre conventionnel bourgeois. En 1910 a lieu sa première exposition au Musée d'Art de Berne, sans succès. L'année 1911 est un tournant. Il rencontre Alfred Kubin, écrivain et dessinateur autrichien qui lui achète un dessin et avec qui il échangera toute sa vie. En automne 1911, il fait la rencontre d'un futur grand ami artiste, Wassily Kandinsky, ainsi qu'August Macke et Franz Marc lors d'une exposition décisive, la première du groupe avant-gardiste Der Blaue Reiter, où il est enchanté par les aplats de couleurs du peintre français Robert Delaunay, et encensera même dans une critique le côté primitif de cet art. Bien qu'il ne fasse pas réellement partie du Cavalier Bleu, qui se fonde cette année-là, Klee exposera l'année suivante à leur côté pour leur seconde exposition. Il sera ensuite à nouveau sur Paris pour admirer les œuvres cubistes de Braque et Picasso, celles des fauves Derain et Matisse, et surtout pour rencontrer Robert Delaunay, fondateur de l'orphisme. Impressionné par ses expérimentations sur la couleur pure, Klee traduit en 1913 un de ses traités majeurs qui sera publié dans la revue d'art berlinoise Der Sturm. C'est dans la galerie du fondateur de cette revue, Erwart Walden, que Klee expose en 1917. Sa deuxième grande expo est un succès.
Il vend beaucoup et les critiques allemandes le perçoivent comme la relève de Franz Marc. En janvier 1921, sous l'invitation de l'architecte et designer allemand Walter Gropius, il rentre en tant qu'enseignant au Bauhaus de Weimar, nouvelle école d'art allemande mêlant art décoratif, artisanat, beaux-arts et architecture. Klee est désigné maître de théorie, enseigne la composition, l'orfèvrerie, avant de diriger avec un certain Kandinsky des ateliers de peinture. En janvier 1924, il prononce une conférence à Iéna qui fera date dans l'histoire de l'art moderne. L'année suivante, en 1925, Klee est exposé à Paris aux côtés des surréalistes pour leur première exposition collective. Du 17 décembre 1928 au 17 janvier 1929, il effectue un voyage de 4 semaines en Égypte. En automne 29, pour son 50e anniversaire, on lui consacre une exposition à Berlin. Klee est à l'apogée de son succès. Sa monographie paraît en décembre grâce à l'historien et critique d'art allemand Willy Groman. En 1930, le MoMA de New York, fondé l'année passée, lui consacre une exposition, alors que quelques mois plus tard, certaines œuvres jugées trop modernes par les nationaux-socialistes commencent à être décrochées des murs des musées allemands. En 1931, il quitte le Bauhaus pour l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. En 1933, l'art moderne est grandement perturbé par l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Klee perd son poste et en même temps son importance en tant qu'artiste et retourne à Berne. Il signe parallèlement un nouveau contrat à Paris avec le célèbre marchand d'art allemand Daniel Henri Kahnweiler et en profite pour visiter l'atelier de Picasso, un artiste qui l'a beaucoup marqué. En février 1935 a lieu une grande rétrospective à la Kunsthalle de Berne qui se déplaça ensuite à Bâle et Lucerne. Malheureusement, c'est cette même année que Klee tombe malade. Fauché par cette maladie méconnue, la sclérodermie paralyse sa créativité l'année suivante, Klee ne produisant presque plus. Mais en 1937, malgré l'exposition d'art dégénéré organisée par le régime nazi à Munich, Klee et son état de santé stabilisé se ressaisit et, sachant la fin proche, sa production d'œuvres s'accroît, dépassant en 1939 plus de 1200 créations, une année record. Quelques mois après le décès de son père, Klee meurt en 1940 à la clinique de Locarno, juste avant d'obtenir sa nationalité suisse. 65 ans plus tard, un musée construit par le célèbre architecte italien Renzo Piano lui est consacré à Berne, le Centrum Paul Klee. Nous tentons de le découvrir, mais je vous invite déjà, si vous le souhaitez, à creuser l'immense œuvre de cet artiste dont la force principale, à mon humble avis, réside dans sa capacité à se renouveler sans cesse dans sa technique. Dès que Klee parvient à maîtriser une technique, c'est-à-dire finalement une façon d'appliquer la couleur sur le support, il décide aussitôt de la briser, de changer et de revenir en arrière comme s'il avait peur de tomber dans une facilité qui tuerait cette poésie picturale primaire, cette quête vers l'origine de la création. Il conseillait d'ailleurs à ses étudiants de dessiner de la main gauche, car de la main droite, il deviendrait tout de suite trop adroit. Sa variété et la succession de ses styles et de ses formules picturales font de Klee un artiste à l'influence considérable. Je suis toujours surpris quand je découvre une œuvre de cet artiste. En effet, il n'existe pas un Paul Klee, mais au moins une trentaine, tant son œuvre est à la fois enfantine, minimaliste, riche, primitive, douce, dense, aérée, ironique, drôle, sérieuse, grave, profonde, scripturale, colorée, mouvementée, calme, mystérieuse, archaïque et visionnaire. Entrer en résonance avec Klee n'est pas donné à tout le monde. Tout se joue dans les détails. La majorité de ses œuvres se présentent en petit format discret, à scruter presque dans l'intimité. Très souvent, le titre a été réfléchi, jamais donné au hasard, et ce depuis 1911, lorsqu'il a commencé à inventorier et numéroter ses créations, en rédigeant lui-même son catalogue raisonné.